Je n'ai pas beaucoup lu cet été, mais on va quand même faire un top flop de mes lectures manga juillet-août. À la place numéro 10, Le chat qui rendait l'homme heureux de Umi Sakurai et c'est aux éditions Soleil Manga. J'ai lu les tomes 3, 2, 3, 4, j'avais lu le tome 1 déjà. C'est une série tranche de vie dans laquelle on va suivre un homme d'un certain âge qui a perdu sa femme, qui visiblement n'a pas d'enfant ou en tout cas pas d'enfant proche de chez lui, qui est professeur de musique et qui se retrouve seul. Et donc pour pallier cette solitude, il décide de prendre un chat. Et il se trouve qu'il a des goûts particulier en matière de chat puisque il prend le chat le plus moche hein. Et donc sa vie s'illumine chaque jour grâce à ce chat et donc on suit cette petite vie tranquille de cet homme et disons que selon moi, il n'y a pas suffisamment d'histoire de fond pour que je reste intéressée par le chat qui rendait l'homme heureux. Ces 4 premiers tomes ne m'ont pas suffisamment inspiré ni de sympathie envers les personnages, ni d'intérêt pour l'histoire de fond. De ce fait, je pense que je vais arrêter là cette série. Je sais qu'on est quasiment à 10 tomes, voire peut-être même plus. Moi, je décide de ne pas continuer le chat qui rendait l'homme heureux. Ça n'a pas accroché avec moi. Je comprends tout à fait que d'autres personnes aient totalement adhéré à cette histoire parce que c'est du tranche de vie, c'est du très doux, c'est du mignon, c'est du reposant, hein, vous vous relaxez lorsque vous lisez ce titre, mais une succession parfois aussi de pages en 4 cases que je ne trouvais pas forcément digne d'intérêt. C'était sympa, encore une fois, je vais pas non plus détester la lecture, j'ai trouvé l'homme sympathique, son entourage aussi, mais il y a selon moi un manque de fond qui fait que je vais arrêter et je vais plutôt rester sur la série chat que je lis en ce moment qui est colocataire à leur manière. Et surtout que c'est un grand format qui coûte un peu cher. Si ce n'est pas un grand oui, je préfère abandonner maintenant. À la place numéro 9 du classement, My Dear Detective. J'avais beaucoup aimé le tome 1 de Natsumi Ito. C'est aux éditions Kiyun. Et on suit bien entendu cette jeune femme qui, dans les années 20 au Japon, décide d'embrasser la profession de détective. Et un jour, elle se voit flanquée de ce jeune homme qui décide de la suivre et de participer à ses enquêtes. Ce sont des enquêtes qui sont relativement courtes. Alors, je vous avoue que quand j'ai pris le tome 2 et que j'ai commencé à le lire, je me souvenais plus en fait de l'enquête qui était en cours et qui se terminait au tome 1, qui se poursuivait au début du tome 2, mais très rapidement quand même, bon, voilà, on se remet dedans. Le dessin est plutôt sympathique et je trouve justement que l'apparition de ce jeune homme-là m'entraîne davantage dans le manga. J'ai envie de savoir pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il fait là, quel est le problème avec sa famille, et puis cette jeune femme aussi, comment est-ce qu'elle va évoluer dans ce milieu, en plus à cette époque, et comment elle va s'en sortir, comment elle va garder la foi hein, de continuer son métier. Les enquêtes ne sont pas les plus difficiles du monde, mais je trouve quand même qu'on se prend au jeu et que les résolutions ne sont pas aussi simples que ça. Donc pour l'instant, je valide la série, je vais la continuer. Ce tome 2 me plaît toujours autant. À la place numéro 8, Tokyo Tara Reba Girls, que Adrien m'avait offert et j'ai beaucoup aimé cette série. Donc c'est de Akiko Higashimura et c'est publié aux éditions Les Arts Noirs. Et on repasse à nouveau dans un manga type tranche de vie dans laquelle on va suivre l'histoire principalement de cette jeune femme. Une jeune trentenaire qui a réussi plutôt dans sa carrière, mais qui malheureusement a complètement tout raté d'un point de vue sociétal dans la mesure où elle n'a pas de mari, pas d'enfant, et l'horloge commence tout doucement à tourner un peu vite pour elle et ses 2 amis d'ailleurs c'est la même chose, et ces trentenaires au lieu disons de mener une vie plus classique se retrouvent tous les soirs dans des bars à hurler sur les mecs, à dire combien la vie est difficile, qu'elles n'arriveront jamais à se trouver un mari, bref des considérations de femmes d'un certain âge, mais ça reste dans une drôlerie, dans un humour qui moi m'a beaucoup plu, dans un récit que je trouvais juste, des dialogues qui me semblaient tout à fait modernes et plausibles. Évidemment, la situation va rapidement évoluer puisque chacune d'entre elles va se trouver un amoureux, mais disons que c'est pas forcément l'homme idéal ou la relation idéale. Je vous laisserai découvrir ça. En tout cas, ça parle à moi, femme de cette tranche d'âge, enfin un peu plus maintenant, quand bien même je n'aurais pas leurs difficultés, mais j'ai trouvé l'ensemble amusant, les différentes considérations très amusantes. C'est aussi une réflexion hein, sur la vie en société, la place des femmes dans cette société, surtout au Japon, hein, qui est encore un peu différente de la nôtre.
Mais bref, j'ai beaucoup accroché. Le seul petit bémol, ça je crois que j'en avais déjà parlé, c'est que à plusieurs reprises, quand cette femme a un peu trop bu, ou même elle a de temps en temps des hallucinations où elle voit de la nourriture lui parler, et c'est très répétitif et ça commençait un peu à me gonfler parce que ça revenait quand même relativement souvent. Mais mis à part ça, il n'y a rien qui m'a énervé dans ce manga, au contraire j'ai trouvé ça plutôt sympa. J'ai d'ailleurs commandé la suite, je me suis trompée, j'ai pris le tome 4. C'est pas très grave, je prendrai le tome 3 quand même. En tout cas oui, c'est une série que je continue avec plaisir. Je trouve que ouais, ça me parle, voilà, donc j'aime beaucoup Tokyo Tarareba Girl. À la place numéro 7 du classement, j'ai lu Ushijima, les tomes 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui sont pas dans l'ordre, mais que je vais remettre dans l'ordre, de Shohei Manabe, et c'est aux éditions Big Kana. Alors Shohei Manabe, c'est le même auteur que Kujo l'implacable, et j'adore cette série. Alors Kujo, c'est sur un avocat qui va défendre toute espèce de personnes qui seraient interpellées, donc tout type de population, vous avez compris, hein, y compris des vrais méchants, malfrats, ce que vous voulez. En tout cas ici, on va suivre Ushijima, qui est un usurier, d'ailleurs ça fait partie du titre, hein, usurier de l'ombre, qui est un yakimin, c'est-à-dire une personne qui va prêter de l'argent à des personnes, disons, dans une détresse financière assez importante, et évidemment ce prêt va se faire à des conditions tarifaires qui sont extrêmement rudes, voire même à la limite de l'illégalité. Alors je connais pas hein, trop le système de prêt à la consommation japonais, mais en tout cas voilà, il n'hésite pas à récupérer son argent, y compris de la manière forte, et là vous allez voir vraiment des personnes qui sont, je vous ai dit, en véritable détresse, la société dans ce qu'elle a de plus noir, dans ce qu'elle a de plus triste, dans ce qu'elle a de plus pauvre, c'est parfois extrêmement dur à lire. D'ailleurs c'est pour public averti, c'est pas pour rien, vous avez des scènes qui sont difficiles. C'est même pas tellement de la violence pure, mais c'est de la violence psychologique, la torture psychologique de certains personnages. Vous voyez à quel point le manque d'entourage familial ou le manque de considération, le manque d'éducation, à quel point ça peut mettre la vie vraiment en péril de certaines personnes. Même le regard de la société, etc. Bref, j'aime beaucoup en fait cette série où à chaque fois on va voir l'histoire d'un ou plusieurs personnages qui est dans une détresse assez folle, et Ushijima intervient pour lui prêter ou pas de l'argent, avec bien sûr tout le milieu yakimin, yakuza, milieu de la mafia hein, japonaise. C'est vraiment très bien, mais c'est dur à lire. Mais j'en parlerai davantage dans une prochaine vidéo. À la place numéro 6 de ce classement, une série que j'ai été obligée de lire au départ, puisque c'était Adrien dans un défi qui m'avait proposé et obligé de lire ce titre que lui il adore, et qui au départ était un peu compliqué pour moi. Il s'agit de Dan Da Dan. J'ai lu les 12 tomes sortis à ce jour de cette série. Alors qui au début vous ne me plaisait absolument pas. Alors ça parle de quoi tout d'abord? On a deux jeunes gens, Momo et Okarun, qui croient chacun l'un en les esprits, les yokai, les fantômes, et l'autre il croit dans les aliens. Et il se trouve qu'un jour ils se lancent un défi, de là va s'enclencher des aventures complètement folles, ils vont eux-mêmes développer des pouvoirs, ils vont s'entourer d'une équipe, et le début du manga, comme je vous disais, était un peu compliqué. Alors c'était écrit par qui, je vous ai même pas dit, c'est par Yukinobu Tatsu, et c'est aux éditions Crunchyroll. Et donc le début très dur, hein, j'ai pas du tout aimé les deux premiers tomes, je voulais quand même lire la suite puisque vous m'aviez dit vous que la suite était mieux, donc j'avais lu le tome 3, et petite surprise dans le tome 3 parce que j'ai trouvé que voilà, ça me parlait davantage, il y avait un aspect que je n'avais pas vu dans les deux premiers tomes, et je me suis dit bah tiens, pourquoi pas lire la suite. Et donc j'ai finalement lu l'ensemble, et au final je me suis prise dans Dan Da Dan. Bah voilà, j'admets, j'ai de plus en plus adhéré, j'ai de plus en plus accroché, c'est de l'action à 100%, ça va 100 à l'heure, vous avez de temps en temps des petits moments de répit où vous avez une relation qui va s'instaurer entre les différents protagonistes du groupe, et je trouve que l'humour s'améliore, d'autant plus qu'à un moment donné même l'auteur fait un pied de nez à son humour gras de départ, hein, puisqu'au départ on parle quand même de Okarun qui cherche une testiboule, hein.
Donc pour vous donner un peu une idée du niveau, voilà. Mais au final, on se prend au jeu, ça devient de plus en plus, disons, subtil, de plus en plus drôle. Vous avez tout un tas de références à d'autres mangas dont j'ai parlé d'ailleurs aussi dans une vidéo récemment, donc je vous invite à aller la voir parce que je me suis beaucoup amusée à faire cette vidéo là, où je parle de toutes les références de Dan Dadan. Bref, c'est finalement, alors j'attends de voir la suite pour voir si ça tourne pas au vinaigre, on sait jamais avec ce manga qui est complètement fou, mais c'est un vrai vent de fraîcheur cette série. J'étais complètement contre au début, j'ai été vraiment... J'ai détesté les 2 premiers tomes, mais au final, vous voyez, j'ai lu d'une traite. Ça se lit très vite, mais c'est très agréable à suivre. À la place numéro 5 du classement, Saturn Return d'Akane Torikai, et c'est aux éditions Akata. Alors ici, on revient un peu dans la psychologie et dans le monde des adultes, puisque nous avons une romancière qui a écrit un livre à succès dans sa jeunesse, et depuis elle n'arrive plus rien à écrire, et en fait on se rend compte que si elle avait réussi à écrire ce bouquin au départ, c'est parce qu'elle avait une relation avec un jeune homme un peu particulier, qui sortait avec plein de nanas. Il en a demandé 8 en mariage, et il est décédé juste après, et donc elle essaye de remonter le fil de ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que cette amie a disparu, et on se rend compte en plus que elle-même développe, ou en tout cas montre à la face du monde une facette de sa personnalité qui est assez peu engageante. Limite là on se dit en fait elle est complètement tarée cette nana, et en vrai j'aime beaucoup voir comment est-ce qu'on remonte le fil de l'histoire, comment on essaye de découvrir, parce que ça mélange un peu enquête, du coup savoir pourquoi est-ce que son ami est décédé, relation personnelle, puisque elle avec son mari ça va pas du tout, alors déjà comme ça c'était un peu bizarre au début et tout, avec son éditeur qui essaye de chapeauter tout ça. J'aime beaucoup en fait cette histoire qui est assez dynamique, quand bien même on ne parlerait que de relationnel. J'ai le 5 et le 6 qui m'attendent, c'est une série qui est d'ores et déjà terminée en 10 tomes, donc oui je suis au tome 4, pas déçue, on va voir comment ça tourne, il paraît que ça tourne encore plus au vinaigre, mais ouais je suis à fond dans Saturn Return, j'aime beaucoup. À la place numéro 4 du classement, Slam Dunk de Takehiko Inoue, et c'est aux éditions Kana, dans une belle édition de luxe d'ailleurs, une réédition de Slam Dunk, ce manga ultra connu de basketball. On a un jeune homme qui débarque dans un lycée, il est grand, ça tombe bien, il y a une super équipe de basket, il va intégrer la dite équipe, et donc il va devoir se faire son trou, puisque en plus il est extrêmement prétentieux, et dans ce tome là il va falloir finalement que les actes suivent les paroles, et donc moi j'ai beaucoup aimé. Il y a beaucoup d'humour aussi, parfois bon voilà c'est pas de l'humour non plus très recherché, mais les personnages sont cool, l'action est plutôt cool, le dessin est vraiment très bien. Bref, on valide Slam Dunk, c'est vraiment très sympa. À la place numéro 3 du classement, c'était ma sélection du mois parce que c'est une vraie découverte pour moi. Il s'agit de Space Brothers que j'avais trouvé d'occasion. C'est écrit par Shuya Koyama chez Pika Édition. Je vous avoue que, disons que les jaquettes me donnaient absolument pas envie parce que je trouvais le personnage pas très stylé. Et puis je me suis dit ouais ça a l'air un peu chelou quand même comme histoire. En plus bon moi j'aime bien les étoiles, l'espace, l'astronomie, mais je vous avoue que le métier même d'astronaute ça m'a jamais trop intéressé. Et vu les louanges que j'ai entendues sur ce manga, je me suis dit bon allez, vu que je les trouve d'occasion, pourquoi pas me lancer dans une série de 42 tomes, ça va tout à fait normal, tout va bien. Mais j'ai adoré parce que on a du tranche de vie. Ce sont 2 enfants au départ qui rêvent tous les deux d'être astronautes, un réussit et pas l'autre, en tout cas au départ. Celui qui ne réussit pas c'est l'aîné, il s'en veut de ne pas avoir réussi à surpasser ou tout du moins accompagner son frère qu'il adore d'ailleurs, et il se trouve que finalement il décide de changer de voie, et donc on suit cette reconversion. On a plein d'explications, mais vous savez, rien de lourd sur le fonctionnement des planètes, de l'espace, du matériau sur la Lune, etc. Ce que j'ai trouvé très appréciable parce qu'on apprend certaines choses sans non plus que ça fasse grosse leçon voilà, pendant 1 heure, et c'est pas chiant du tout. On se retrouve aussi dans cet homme qui avait tout pour réussir et qui finalement ne réussit pas et se demande pourquoi est-ce que j'ai pas réussi. Cette remise en question, je pense que ça parle à tout le monde. Alors évidemment je n'ai que les 2 premiers tomes bien sûr, mais je ne doute pas que la suite sera tout aussi bien, voire même encore mieux. J'ai hâte en fait de voir ce
qu'on me réserve sur 40 tomes, parce que déjà le 2 tomes, je me dis bah en fait qu'est-ce que ça va être la suite, parce que on a déjà, c'est tellement riche en fait déjà dans ces 2 tomes, je me dis mais qu'est-ce qu'on va encore pouvoir me proposer. Et voilà, ces petits traits d'humour, ces références multiples, ce relationnel entre les frères, cette volonté aussi de changer de vie et de réussir finalement à faire un rêve d'enfance, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Et ouais, bah hâte de lire la suite, j'ai adoré Space Brothers. À la place numéro 2, une série que je vous ai déjà présentée à de multiples reprises mais que j'aime toujours autant. Et d'ailleurs hier soir j'ai fini le tome 11 et je suis toujours à fond. C'est The Fable de Katsuhisa Minami et c'est aux éditions Pika. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'aime trop cette série qui nous parle d'un tueur à gages qui doit être à l'ombre pendant un petit moment parce qu'il est un peu trop officier, avec sa sœur, ou en tout cas non c'est sa collègue en vrai, mais pour la couverture il s'agit de sa sœur. Tous les deux sont ultra badass. Autant le tome 9-10 je trouvais qu'il y avait un petit moins bien parce que ça se focalisait surtout sur leurs futurs ennemis, une sorte de petits mafieux yakuza voilà, qui vont leur causer des problèmes puisque évidemment ils sont à l'ombre, c'est à dire qu'ils doivent pas tuer, ils doivent pas faire de vagues, mais voilà, c'est tueur à gage, hein, qu'est-ce que vous voulez, il y a forcément des problèmes à un moment donné qui vont arriver, sinon il y aurait aucun intérêt à la série. Mais là le tome 11 écoutez, ça m'a remis dans la hype, je me suis dit encore une fois, mais pourquoi t'as pas pris le tome 12? Parce que je crois que le 18 sort d'ailleurs le mois prochain, donc moi je suis un petit peu en retard. Et j'ai tout aimé, mais la sœur elle est trop badass, parce qu'il y a un méchant qui vient chez elle, elle le dégomme en 2-2. Lui qui a vraiment une personnalité tout à fait stoïque, il ne montre aucune émotion face à des trucs complètement barges qui lui arrivent, on le tire dessus, il reste, voilà, comme ça, pas de problème. Enfin voilà, il y a une nana qui faillit se faire tuer, bah lui il reste de marbre, donc c'est toujours drôle de voir ses réactions. Voilà, il y a un certain humour quand même dans The Fable, mais moi que j'adore, qui plaira pas à tout le monde forcément, mais qui moi me conquiert à chaque fois. Et ouais, donc j'adore. Alors parfois il y a quand même des scènes un peu de sexualité, de violence, je vous préviens quand même, c'est pas pour public averti, mais ça existe, hein, parce qu'on est quand même dans un monde de tueurs à gages avec des méchants qui sont méchants, hein, et qui font des trucs méchants aussi aux dames. Donc ça il faut le savoir, je préfère vous le prévenir, mais au-delà de ça, j'adhère complètement. Je trouve ça fantastique, je trouve que le découpage est super bien fait, je trouve que les personnages ont des réactions mais hilarantes sans le vouloir, je trouve que l'enchaînement, quand bien même ça va, vous n'avez pas tout le temps de l'action, mais quand il y a de l'action ça va à 100 à l'heure et ça frappe d'un coup, c'est d'une précision incroyable. Bref, j'adore The Fable, je suis toujours à fond dedans. Je pense que vous n'aurez aucune surprise quand je vais vous présenter le numéro 1 de ce top flop. Il s'agit bien évidemment, et oui je ne vous saoulerai jamais assez, avec Lone Wolf and Cub de Kazuo Koike et de Goseki Kojima. Et c'est dans cette édition Panini que j'adore, que je trouve vraiment très belle, qui présente néanmoins certaines fragilités, hein, comme vous pouvez le voir ici. Parce qu'on paye quand même 30 balles, hein, ou 32 € le tome, mais c'est voilà, c'est un objet, hein, c'est un bel objet dans votre mangatech que je conseille. Vous avez un petit marque-page de la même couleur. Vous voyez, hein, moi j'ai tout, voilà, j'ai tous les... non, vous voyez rien du tout. Ouais, on les a tous, les Lone Wolf and Cub. Très bientôt d'ailleurs vous avez le tome 12 qui va sortir et le dernier tome qui va sortir de cette extraordinaire série qui nous parle d'un ancien samouraï qui a travaillé directement pour le shogun et qui a été victime d'un complot et doit désormais parcourir le Japon aux côtés de son fils, ou plutôt c'est son fils qui traverse le Japon aux côtés de son père, qui va accomplir certaines missions d'assassinat, mais le but du jeu c'est de se venger et là on arrive à la fin. Et si vous voulez, ça c'est un tome de transition qui sur le papier ne sert à rien, mais il est tellement bien fait, il nous imprègne tellement, il nous met dans l'attente en fait du combat final et c'est tellement réussi que je n'ai qu'une envie, c'est de relire encore une fois. C'est beau, alors ça se lit assez vite parce que vous n'avez pas énormément de texte, mais vous êtes happé par les dessins qui sont d'une beauté extraordinaire. Combien de fois je me suis dit ouais, j'aimerais bien voir cette planche affichée sur un mur tellement c'est beau, c'est d'une justesse, c'est d'une beauté, c'est évidemment tout un tas de personnages qui soient secondaires ou pas, qui ont leur importance. Vous avez le personnage principal qui suit sa voie dans ce Japon du Moyen-Âge féodal que l'on redécouvre en fait au travers de ces différentes pages. Bref, Lone Wolf and Cub, c'est, je le dis, un chef-d'œuvre. Mais un chef-d'œuvre qui a inspiré d'ailleurs, je ne le savais pas jusque récemment, mais beaucoup de réalisateurs de films, d'autres artistes, tellement c'est magnifique en fait ce que vous trouvez dans Lone Wolf and Cub. Donc
Oui, c'est du samouraï, je sais que certains sont un peu allergiques voilà, à la chose, mais prenez ça vraiment comme une œuvre d'art parce que c'est ce que c'est, voilà, et je n'hésiterai pas, voilà, lors du prochain top flop, à vous dire hein, comment j'ai trouvé la fin de Lone Wolf and Cub, mais en tout cas, j'ai été conquise, je suis tellement heureuse en fait d'avoir découvert cette série qui me parle, qui m'apaise, qui me met dans une histoire qui est quand même dure, parce que vous avez quand même des enjeux qui sont importants, des combats à mort, vous êtes dans une époque où la moindre maladie peut décimer tout un village, vous avez des décisions qui doivent être prises pour la loyauté, enfin pour le Japon, enfin j'ai trouvé ça absolument formidable, des enjeux incroyables, des personnages incroyables, des dessins incroyables, une édition incroyable, Lone Wolf and Cub. J'espère que ce top flop vous a plu, n'hésitez pas à me mettre en commentaire quel est le manga qui vous a le plus plu cet été. Merci à tous ceux qui s'abonnent, ça me fait vraiment toujours super plaisir, ça me motive à fond. Je vous remercierai jamais assez de me soutenir de cette manière. Et si vous n'avez pas envie d'attendre la prochaine vidéo, allez voir celle-ci là que je vous mets juste là maintenant. Allez, salut!